Cette histoire commence d'une manière particulière, car elle soulève la question de ce qu'il advient des réseaux sociaux d'une personne lorsqu'elle décède. Sont-ils réellement abandonnés, sans plus aucune publication, ou existe-t-il quelque chose de caché, quelque chose que l'humanité n'a pas encore découvert? C'est ainsi que nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Suji Enichiro. Alors qu'il savourait un délicieux flan, il observait le nombre de vues de sa chaîne, nommée Aoringo. Dans cette vidéo, il avait violemment battu un certain Karine, et il était désormais très satisfait du nombre de vues obtenues. Après cela, il monte dans le train. Là, il entend les conversations des gens autour de lui, qui parlent d'un individu mystérieux publiant des vidéos où il frappe des gens. Oui, il parle de lui, évoquant la dernière vidéo dans laquelle il a frappé le combattant de MMA, Karine. Certains le qualifient de type répugnant, d'autres disent qu'il est ce qu'il y a de pire, allant même jusqu'à lui souhaiter la mort. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent de le regarder. L'une des filles dans le train ne peut même pas s'arrêter de visionner ses vidéos. De son côté, notre garçon allume son téléphone et commence à lire les commentaires. Ils sont innombrables et absolument pas encourageants. Ici, tout le monde lui souhaite la mort. Malgré cela, notre ami schizophrène s'en réjouit. Plus tard, en sortant d'une pâtisserie, il consulte une nouvelle fois son téléphone et, voyant que les gens sont furieux dans les commentaires, il se met à sourire. Car ces commentaires ne font que rendre la vidéo encore plus virale et ses revenus ne cessent d'augmenter, atteignant presque 4 millions de yens. On nous donne alors plus de détails sur sa chaîne. Sur Aoringo, il incarne un YouTuber provocateur de type M. Mais changeons maintenant de décor. Il se trouve à l'hôpital, affichant une attitude complètement différente. Inquiet, il recommande à sa petite sœur de se reposer et de ne pas seulement se surmener. C'est ainsi que nous faisons la connaissance d'Akari Enichiro, sa jeune sœur. Elle lui demande ce qu'il faisait, car il ne répondait pas à ses messages. Shiro s'excuse et lui explique qu'il avait une affaire importante, mais qu'il l'a désormais réglée, et qu'en chemin vers l'hôpital, il lui a acheté un gâteau. Akari lui demande s'il l'a vraiment acheté pour elle, et non simplement parce qu'il avait envie de le manger. Shiro nie, disant qu'il a pensé qu'ils pourraient se le manger ensemble. Face à cela, sa petite sœur lui rappelle sa promesse de ne manger qu'une seule chose sucrée par jour et lui demande combien il en a mangé ce jour-là. Shiro lui répond qu'il en a mangé 3. Sa sœur ne le croit pas, et il finit par avouer qu'il en a mangé 6. Furieuse, elle le gronde pour ne pas manger correctement. Elle lui rappelle qu'il doit avoir une alimentation équilibrée, ne pas veiller trop tard, et qu'il doit aussi aérer les futons au soleil, avec une bonne ventilation. Le regardant comme un petit enfant, elle lui dit qu'il est une cause perdue si elle n'est pas là pour veiller sur lui. Shiro se contente de sourire et de s'excuser. Comme punition, sa sœur commence à manger le gâteau toute seule, mais soudain, elle se met à tousser. Suji tente d'appeler l'infirmerie, mais Akari l'arrête, affirmant qu'elle va déjà mieux. En s'excusant auprès de Suji, elle lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son corps la punit autant. Suji ravale simplement sa frustration et, pour l'encourager, lui dit de rester forte. Après tout, le départ pour les États-Unis approche de plus en plus, là où se trouve ce médecin célèbre capable de l'opérer. Ces paroles rassurent Akari, qui lui demande alors s'il est vraiment sûr de pouvoir dépenser autant d'argent. Suji lui demande de ne pas s'en faire. En tant que bon grand frère, il a déjà tout prévu grâce à son nouveau travail. À ce moment-là, des souvenirs de leur passé refont surface. Ils sont orphelins, et à l'orphelinat où ils vivaient, on leur répétait sans cesse qu'ils devaient vivre sans être un fardeau pour les autres. Suji affirme que s'il existait un moyen légal de gagner beaucoup d'argent, il l'aurait choisi, mais il n'en a ni les compétences ni l'intelligence. Les gens commencent à être perplexes, car la chaîne Aoringo n'a plus publié de vidéos depuis un moment. Certains pensent qu'il a pris sa retraite, tandis qu'un jeune avance l'hypothèse qu'il a peut-être été envoyé à l'académie Mitten, une école censée soigner les jeunes dépendants au téléphone. À ce moment-là, on aperçoit un individu étrange traverser le parc en traînant une masse derrière lui. Une vision pour le moins suspecte. Dans l'après-midi, notre énergumène mange tranquillement un délicieux flan et se dit qu'Akari l'adorerait sans doute. En prononçant ces mots, son regard se pose sur un objet recouvert d'un tissu. Soudain, il reçoit un message. C'est Akari qui lui demande ce qu'il fait. Suji lui répond qu'il mange du flan, ce qui lui vaut aussitôt une réprimande.
Il lui demande alors comment elle se sent. Akari lui répond qu'elle a l'impression de n'avoir jamais été malade. En lisant cela, Suji fond en larmes et serre son téléphone contre lui. Plus tard dans la nuit, Suji dort encore avec son téléphone en main lorsqu'il voit soudain, devant lui, un homme brandissant une masse prêt à l'écraser. Mais fidèle à sa réputation, il l'évite de justesse. Suji ne sait pas qui est cet homme ni ce qui se passe. L'inconnu se contente de lui dire de ne pas bouger, en l'insultant au passage, avant de s'excuser immédiatement pour ses paroles grossières. Suji lui reproche alors de ne s'excuser que pour l'insulte, alors qu'il a failli le tuer chez lui. Cependant, l'homme reprend son attaque, frappant à plusieurs reprises avec sa masse. Bien décidé à écraser le téléphone, l'homme fonce dessus. Suji se précipite pour le récupérer et s'enfuit de la maison. Une fois à distance, il reçoit un message de sa sœur lui demandant ce qui s'est passé. Il lui répond que quelqu'un est entré chez lui, mais qu'il va bien. Pour une raison obscure, cet homme cherche absolument à détruire son téléphone. Alors que Suji s'apprête à appeler la police, l'assaillant revient une fois de plus pour l'attaquer avec sa masse. Cette fois, Suji bloque le coup avec son pied. Il lui demande alors quel est son problème, en précisant clairement que ce qu'il va faire maintenant relèvera de la légitime défense. Shiro lui assène un coup, mais l'autre le bloque avec sa masse. Shiro ne renonce pas et avance en attaquant sans relâche. Dans un mouvement fluide, il lance un coup de pied en l'air, mais l'homme s'accroupit et contre-attaque par en dessous avec sa masse, alors qu'il aurait pu frapper n'importe quelle partie de son corps, ou viser directement son téléphone. Shiro prend ses distances, et l'homme déclare alors qu'il le connaît, prononçant ces mots « Shiro Anishiro », plus connu sous le nom d'Origno, le youtubeur provocateur de type M. Il explique qu'il le connaît grâce à ses vidéos, tout en précisant clairement qu'il n'est pas fan, car il les trouve répugnantes, à tel point qu'elles lui donnent envie de vomir. Il le traite à nouveau de crétin, puis s'excuse aussitôt. Cependant, Shiro s'agenouille et affirme que c'est lui qui devrait demander pardon. Il imagine la raison pour laquelle cet homme le cherche, peut-être parce qu'il a passé à tabac un membre de sa famille. Il admet avoir tout fait pour l'argent et comprend qu'on puisse le haïr pour cela, mais il ne veut pas mourir. Il peut le frapper autant qu'il le souhaite, mais il lui demande une seule chose, ne pas toucher à son téléphone. Il explique que sa sœur est très loin et qu'il échange des messages avec elle, avouant qu'il ne saurait pas quoi faire de sa vie s'il ne pouvait plus lui parler. Mais cela ne semble pas importer à l'autre, qui tente toujours de briser son téléphone. Shiro recule et lui demande s'il ne l'a pas entendu. Il ne veut pas qu'il y touche et lui propose de le frapper lui à la place. L'homme à la masse lui répond que cela ne l'intéresse pas. Il ne veut pas le frapper, il veut seulement détruire son téléphone. Shiro répète qu'il en a besoin pour parler avec sa sœur, mais l'homme lui demande alors s'il se rend compte de ce qu'il dit. C'est à ce moment-là que la vérité est révélée. Sa sœur est morte depuis 1 mois. On voit alors, dans la maison de Shiro, une photo de sa sœur ornée d'un ruban noir. En entendant cela, Shiro reste sous le choc, affirmant qu'elle n'est pas morte. Si c'était le cas, avec qui serait-il en train de discuter? Pour Shiro, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de sa petite sœur Akari. Un souvenir nous est alors montré. Akari avait eu une grave complication lorsqu'elle était hospitalisée et elle n'arrivait plus à respirer. Shiro était présent le jour de sa mort, mais il refusait d'accepter ce qui s'était passé. Il n'était même pas allé à son enterrement. Même lorsqu'il reçut l'urne contenant les cendres d'Akari, il affirma que c'était impossible que ce soit elle. Il lui écrivit alors sur son téléphone pour qu'elle lui dise que tout cela était faux. Bien qu'elle ne lui réponde pas, Shiro continuait à lui raconter tout ce qu'il faisait durant la journée. Il s'achetait même du flan, attendant qu'elle le gronde pour en manger trop et lui demande d'arrêter. Puis, un jour, son message fut vu. Et Akari lui répondit. Shiro lui demanda si c'était vraiment elle. Elle le prouva en se rappelant une blague qu'ils avaient faite ensemble. Pour Shiro, il n'y avait aucun doute. C'était bien sa petite sœur, la seule famille qui lui restait. De retour au présent, Shiro entend la voix d'Akari sur son téléphone, lui disant qu'elle peut le voir. Son visage apparaît alors à l'écran. Shiro est désormais convaincu qu'Akari est en vie. Bien qu'il ne comprenne pas comment, à ce moment-là, le garçon aux cheveux clairs lui jette le téléphone et profite de l'occasion pour tenter de le briser. Cependant, malgré l'impact, le téléphone reste intact. Une image s'en projette. Akari, remerciant son frère de l'avoir protégé.
Shiro pleure de bonheur en pouvant enfin la revoir. Akari remercie Shiro, disant qu'elle ne serait jamais devenue aussi forte sans lui. Mais soudain, ses yeux commencent à saigner, sa silhouette se déforme et elle se transforme en monstre. Shiro tente de lui venir en aide, mais le garçon aux cheveux clairs l'arrête, l'avertissant que ce qu'il voit là n'est déjà plus sa sœur. Shiro sait que ce avec quoi il communiquait était un fantôme. Il explique que les fantômes ont tendance à apparaître dans des lieux importants pour la personne décédée. Des salles de bain, des puits, des salles de musique, entre autres. Mais aujourd'hui, de plus en plus de fantômes apparaissent à travers les téléphones. Lorsqu'un compte sur les réseaux sociaux appartenant à une personne décédée devient un fantôme, on l'appelle un compte fantôme. Oui, le nom est plutôt évident. Cependant, Shiro remet tout cela en question, car il n'y voit aucun sens, encore moins sans base scientifique. Le garçon aux cheveux clairs lui rappelle alors qu'il était en train de parler avec sa sœur morte, ce qui n'a pas non plus de base scientifique. Mais peu importe désormais. Il voulait simplement briser le téléphone avant que la manifestation ne soit complète, et à cause de lui, il n'a pas pu le faire. Sans perdre son calme, il lui explique qu'une fois ce stade atteint, les attaques physiques ne fonctionnent plus. Il faudra donc recourir au téléphone. Shiro le confronte à ce sujet, mais le garçon lui répond que c'est nécessaire, car ils affrontent un fantôme numérique. Les chapelets et les croix n'ont aucun effet sur eux. Pour les exorciser tout en étant vivants, ils numérisent leur pouvoir spirituel. Il sort alors un marteau plutôt stylé depuis son téléphone. Shiro est surprise, mais le garçon aux cheveux clairs l'est encore davantage, car Shiro ne devrait pas être capable de voir son marteau de correction. Il en conclut qu'elle possède un potentiel spirituel. Laissant cela de côté, il dit à Shiro qu'il va exorciser sa sœur tant qu'elle est encore liée au téléphone. Coup après coup, on le voit soumettre le fantôme. À un moment, il lance son marteau vers le ciel, et celui-ci se multiplie, lui permettant d'utiliser la compétence du lynchage correctif. Le fantôme tombe, affaibli, mais au moment d'être éliminé, il voit Shiro et imite la voix de sa petite sœur pour le manipuler. Cela met le garçon aux cheveux clairs hors de lui. Il le saisit par les vêtements et lui crie de se réveiller. Il lui fait comprendre que les morts ne peuvent pas revenir. Il n'est pas le seul à souffrir. Tous ceux qui sont encore en vie endurent la douleur. Mais ils doivent faire ce qu'il faut pour continuer à vivre. Le garçon aux cheveux clairs tente de l'arrêter, mais il voit Shiro s'approcher du fantôme. Il lui crie de ne pas s'approcher, cependant notre garçon n'en fait qu'à sa tête. Voyant qu'il est sur le point d'être attaqué, le garçon aux cheveux clairs l'attrape pour l'écarter, mais le fantôme l'envoie valser d'un coup. Incapable de bouger et avec son téléphone hors de portée, il ne peut que regarder le fantôme s'approcher de Shiro. Shiro essaie de la calmer. Cependant, elle l'attrape avec ses dents et commence à le mordre tout en lui disant que désormais, ils pourront être ensemble pour toujours. Mais à cet instant, Shiro se souvient de tout ce que lui a dit le garçon aux cheveux clairs. Oui, à propos du fait que les fantômes apparaissent dans des lieux importants pour le défunt. Shiro comprend alors que la raison pour laquelle Akari ne peut pas partir, c'est parce que lui-même la retient dans ce monde. Il se remémore une dernière fois les moments passés avec sa sœur, comprenant enfin la phrase du garçon aux cheveux clairs. Tous ceux qui restent en vie souffrent, mais ils doivent faire ce qu'il faut pour continuer à vivre. Il fera ce qu'il doit faire. À ce moment-là, son téléphone libère un feu bleu, et le fantôme le lâche, le laissant tomber. Shiro demande alors à son téléphone de brûler, la maintenant tout en prenant ses distances. Des flammes bleues entourent désormais Shiro, tandis que le garçon aux cheveux clairs, observant la scène, explique ce qui vient de se produire. Shiro vient d'éveiller son pouvoir spirituel à la toute dernière seconde. Cependant, ces flammes lui semblent familières. Shiro dit à Akari qu'elle est déjà morte et qu'elle n'a plus aucune raison de rester ici. Le fantôme se rue vers lui en lui disant de venir avec elle. Shiro reconnaît alors que sans sa petite sœur, il est une cause perdue, qu'il n'arrive même pas à bien manger si elle ne le lui rappelle pas. Mais désormais, elle peut cesser de s'inquiéter pour lui. Il lui promet de manger au moins une chose sucrée par jour et conclut en disant qu'il se débrouillera tout seul. Utilisant son pouvoir pour la frapper, le fantôme est encerclé par les flammes bleues tandis qu'elle supplie encore Shiro de venir avec elle, mais lui se contente de serrer les dents. Jusqu'au moment où, une dernière fois, il entend et voit sa chère petite sœur. Après cette terrible bataille, on voit Shiro inconscient. D'autres personnes arrivent sur les lieux, affirmant qu'il est déjà mort, tout comme Kukuro Kazubata, autrement dit le garçon aux cheveux clairs. Mais Kazubata reprend connaissance,
annonçant qu'il n'est pas mort. La fille aux cheveux violets, Kiyomi, précise qu'elle a dû réveiller Mina et qu'il ferait mieux de la remercier. Le blond qui analysait les lieux et la situation, nommé Renri Hazumi, explique qu'il s'agissait d'un conte fantôme récent, ce qui a permis de le vaincre plus facilement. Malgré cela, ils éprouvent de la compassion pour Shiro, qui a dû exorciser sa propre sœur. Ils demandent alors à Kazubata s'il est certain que Shiro a bien éveillé son pouvoir spirituel. Le garçon aux cheveux clairs le confirme, en précisant qu'il appartient à la catégorie des incendiaires. Autrement dit, un pouvoir de type offensif. Kazubata précise que, bien qu'il ne s'agisse pas d'un pouvoir rare, ce qui est incroyable, c'est que ces flammes seront de couleur bleue. Sachant cela, il se demande ce qu'ils vont faire de lui. Le maître Yoimaru Azaki mentionne alors que, bien évidemment, ils l'emmèneront à l'Académie Miden et qu'une fois sur place, cela dépendra de lui, s'il vit ou s'il meurt. Plus tard, Shiro se réveille dans une chambre en se remémorant tout ce qui s'est passé. Il suppose que ce n'était qu'un cauchemar, mais Kazubata, assis à son chevet, lui dit que non, tout était réel. Shiro est déçu en l'entendant. Intrigué, il lui demande qui diable il est, où il se trouve à présent, ou s'il l'a amené dans un motel pour profiter de lui. Mais avec toute cette confusion, il finit aussi par lui demander ce qu'il est advenu de sa chère petite sœur. Le garçon aux cheveux clairs lui tend son téléphone en lui disant qu'il est déjà chargé. Shiro vérifie aussitôt le contact de sa sœur, mais découvre que ce compte n'existe plus. Kazubata lui explique que les comptes fantômes sont des comptes de réseaux sociaux appartenant à des personnes décédées et qui sont possédés, et que lorsqu'un fantôme est exorcisé, le compte disparaît. Shiro demande s'il ne pourra donc plus jamais lui écrire. Kazubata le lui confirme. En entendant cela, Shiro comprend enfin ce qui était évident depuis le début. Après tout, elle est morte. Cachant sa douleur, il dit qu'il n'a pas eu de chance et qu'il doit accepter le fait que les gens meurent. Se levant, il affirme qu'il tiendra sa promesse de se débrouiller seul et que la première chose qu'il va faire est de profiter d'un bain dans cette auberge. En l'entendant dire cela, Kazubata le traite d'idiot, puis s'excuse aussitôt. En l'observant mieux, il ajoute qu'on voit de loin qu'il fait des efforts. Shiro lui rappelle que c'est lui qui lui a dit de faire ce qu'il fallait pour continuer à vivre. Kazubata lui donne alors son nom complet, Kukuro Kazubata, tout en lui demandant de l'appeler simplement par son nom de famille. Sur ces mots, il lui ordonne de le suivre pour lui montrer les bains. En voyant la finition du lieu, Shiro remarque que cette auberge a l'air très coûteuse, mais Kazubata précise que ce n'est pas une auberge, mais l'Académie Miden, une école destinée aux exorcistes. Shiro remet cela en question, notant que même sa chambre possédait le coin typique près de la fenêtre. Kazubata lui explique que c'était bien sa chambre et lui précise que l'Académie est un internat et que son design est dû à une rumeur selon laquelle il éloignerait la malchance. Ils croisent alors le blond, qui se moque de Kazubata, mais notre garçon aux cheveux clairs le fait taire brutalement. On voit ensuite le blond rejoindre les autres membres, commentant que même Kazubata se trompe de temps en temps, qu'il passe son temps à fanfaronner, mais qu'au final, il n'est rien d'exceptionnel. Il demande à Kusaba ce qu'elle en pense. Celle-ci répond qu'elle éprouve de la pitié pour Kazubata et qu'elle aimerait le réconforter. À ce moment-là, un autre garçon aux cheveux châtains déclare que les créateurs de contenus provocateurs sont la pire des racailles, se demandant comment quelqu'un comme lui ose poser un pied dans cette institution. Ce type s'appelle Minoru, et à ses côtés, le roux se dit à lui-même qu'il est aussi très provocateur. Kusaba mentionne que le garçon aux cheveux bleus, c'est-à-dire Shiro, lui semble lui aussi très mignon, mais qu'elle aime aussi Kazubata. Oui, la fille est assez indécise, tandis que le blond s'esclaffe à chaque mot que Kusaba prononce. À ce moment-là, on voit un autre membre aux cheveux bleu ciel pointant Shiro du doigt, le qualifiant de « pomme pourrie » et affirmant qu'il n'est pas du tout beau. D'un autre côté, on voit d'autres membres. L'une s'appelle Yori Aihama, abonnée à la chaîne de Aoringo, et un autre blond nommé Naruhiko Emoto. Il connaît aussi Shiro, le considérant comme le garçon qui se met toujours dans des polémiques et qui ne veut rien avoir à voir avec lui. On retrouve à nouveau Renri Hazumi, qui se demande pourquoi le professeur Azaki a besoin de lui, tandis qu'une fille aux cheveux violets donne son avis. Elle s'appelle Kiyomi Gurusugawa et déclare que cela ne l'intéresse pas le moins du monde, car elle trouve répugnant qu'il possède le même pouvoir qu'elle. Pendant ce temps,
Shiro demande à Kasubata où il se trouve. Celui-ci répond à Ken Kusatsu, lui montrant la salle de repos, la boutique et les sources chaudes. Pour Shiro, tout cela ressemble à une auberge. Peu importe comment on le voit, Shiro remarque que sa blessure est guérie et que l'eau est très chaude, mais il ne veut pas trop se détendre, car cela lui rappelle sa petite sœur. Kasubata se demande où est passé ce moine, et sous l'eau, on voit surgir Yoimaru Asaki, oui, le professeur lui-même, surnommé le monstre marin, même si en réalité c'est un moine. Kasubata le salue, lui rappelant qu'il est dangereux de se lever d'un coup, car une vasodilatation due au choc thermique pourrait le faire étourdir. Le professeur reconnaît qu'il a raison et baisse un peu la tête. Shiro remarque cela et, en lui serrant la main, lui dit qu'il est vraiment surpris, essayant de remonter le moral du professeur. Après cela, Kasubata informe le professeur qu'il a déjà fait visiter l'académie à Shiro. Asaki le félicite et lui demande de s'enthousiasmer, car cela semblait être un châtiment. Pour Kasubata, c'en est effectivement un, car il déteste avoir un provocateur comme lui à proximité. Et pour couronner le tout, ses flammes sont bleues. Asaki n'y accorde pas d'importance et demande à Shiro ce qu'il pense de l'école. Avec le même enthousiasme, Shiro répond qu'il a adoré les sources chaudes. Avant de continuer, Kasubata demande à son professeur de se rhabiller, mais ce n'est pas l'essentiel. Asaki souhaite que Shiro devienne exorciste. À ce moment, les trois restent silencieux. Shiro a l'air totalement perdu, car jusqu'à présent, rien ne lui a été expliqué. Mais Asaki lui lance un regard confiant, ce qui les fait rire tous les deux. Shiro demande alors si Asaki veut l'effrayer à nouveau, et le professeur confirme. Kasubata, quant à lui, est sur le point de partir et Asaki répond que ce n'est pas le cas, mais que, puisque Shiro a éveillé son pouvoir virtuel, le plus logique est de lui demander de rejoindre leur rang. Comme Shiro ne sait encore rien, pas même pourquoi on l'a amené ici, Asaki commence à lui raconter une longue histoire. Il explique que le métier d'exorciste remonte à plusieurs millénaires de batailles intenses contre les esprits maléfiques. Les anciens exorcistes utilisaient des techniques pour libérer leur pouvoir spirituel. Cependant, une évolution s'est produite en seulement quelques décennies, avec l'apparition d'Internet, rendant le monde digital important pour les morts. Par conséquent, la nature des fantômes a dû changer. C'est pour cette raison que les exorcistes sont entrés en panique face aux contes fantômes. Le pouvoir spirituel qu'ils avaient mis des années à développer n'avait désormais plus d'effet sur eux, forçant le monde conservateur de l'exorcisme à se réinventer. Ainsi est née la méthode de digitalisation des pouvoirs via des appareils, et le pouvoir spirituel a évolué en pouvoir virtuel. Et voilà, c'est l'incroyable histoire du pouvoir virtuel, mais Shiro s'en moque complètement et cherche déjà un moyen de rentrer chez lui. Asaki lui demande de ne pas être méchant avec lui, pensant qu'ils s'entendaient bien grâce à leur taquinerie, mais Shiro ne veut pas s'impliquer dans tout cela. Il souhaite laisser derrière lui l'exorcisme et les provocations pour mener une vie normale, travailler, manger un peu de sucré, dormir. Aider sa sœur Akari était sa seule raison de vivre, et maintenant qu'elle n'existe plus, il n'a plus aucun motif de continuer. Il décide donc de partir pour faire du tourisme. Asaki lui demande s'il pense vraiment partir sans chercher à savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Shiro s'arrête, se retourne et lui lance un regard défiant. Asaki révèle alors que sa sœur n'est pas morte de sa maladie, mais qu'elle a été assassinée par une puissante conte fantôme. Il explique que cette entité est vicieuse et tue ceux qui ont des liens forts avec ce monde, et que toutes ses victimes ont versé des larmes de sang. Il demande à Shiro si sa sœur n'a pas subi la même chose. Après avoir entendu cela, Shiro exige de savoir où se trouve cette chose. Asaki lui conseille de ne pas la chercher, affirmant qu'elle est beaucoup trop puissante. Shiro, furieux, tente de le frapper, mais Kasubata l'arrête. Shiro lui demande de s'écarter, mais Kasubata lui dit que, même si ce moine a l'air idiot, c'est toujours son professeur et qu'il mérite le respect. Asaki, un peu embarrassé, précise que son visage joyeux est simplement comme ça. S'adressant à Shiro, il lui propose un jeu. S'il réussit à vaincre Kasubata dans son état actuel, Asaki reconnaîtra sa force et lui dira tout ce qu'il sait. Kasubata n'hésite pas et digitalise son maillet correctif, se demandant si Shiro pourrait vraiment frapper ce type à la peau bleue. Shiro, de son côté, ne tient pas compte de cela et se rue sur Asaki, qui s'enfuit en criant qu'il s'est trompé de rive. Shiro le poursuit en criant qu'il ne compte pas suivre le jeu, soulignant qu'une personne importante pour lui est morte et qu'il veut obtenir des réponses.
À ce moment, Kazubata le frappe dans le dos, lui rappelant que ses malheurs ne le rendent pas spécial, car beaucoup ici ont des histoires similaires. Le regardant maintenant allongé sur le sol, Kazubata commente qu'il s'est senti bien de frapper ce provocateur, même mieux que lorsqu'il avait frappé sa propre sœur. En entendant cela, Shiro se relève et se lance à l'attaque. Tous deux se retrouvent à se battre violemment tandis que les autres observent. De nouvelles personnes arrivent, dont la professeure Kakiko. Elle demande à Asaki ce qui se passe, mais le professeur se contente de lui demander de prêter attention. Ainsi, on voit Shiro et Kazubata se battre. Le Pélissule esquive avec aisance tous les assauts de Shiro. Kiyomi, dégoûtée par la scène, se plaint, mais une petite fille lui dit de ne pas être stupide. Voir Aoringo se battre en personne n'arrive pas tous les jours. Elle l'encourage donc à continuer. De son côté, Azumi prend des photos et enregistre la scène, étonnée par Shiro, car peu de personnes peuvent suivre le rythme de Kazubata, et en plus, sans digitaliser son pouvoir. Pendant ce temps, un camarade peureux demande à ce que quelqu'un les arrête, ne voulant pas voir de mort. De retour sur le combat, Shiro est désavantagé. Ne pouvant continuer à combattre de près, il décide de garder ses distances. Cependant, Kazubata lance son maillet et le frappe. Shiro, réalisant que maintenir la distance ne fonctionne pas non plus, se demande quoi faire. Pendant ce temps, le professeur Nanso, observant la scène, demande à Kakiko ce qui se passe. Elle lui explique que l'étudiant Kazaki a amené la nuit précédente se bat avec Kazubata. À ce moment, la directrice arrive également. Nanso lui demande de mettre fin à la situation, ayant lu les rapports sur ce garçon. La directrice, d'un simple geste, lui demande de rester calme et de ne pas faire d'histoire. Il est clair qu'elle est l'autorité ici. Retour au combat. Kazubata indique clairement à Shiro que cette fois, son objectif est lui, et non son téléphone. Il lui demande de lui faire plaisir en donnant une bonne correction à ce provocateur. Shiro explique qu'il le faisait pour gagner de l'argent et sauver sa sœur. En entendant cela, Kazubata ressent de l'empathie, lui aussi ayant un petit frère. Kazubata précise qu'il ne le laissera pas partir ainsi, simplement à cause de cette excuse pratique. Shiro tente de le frapper, mais Kazubata esquive facilement. Donnant un coup de maillet, il lui dit qu'il existe d'autres façons de gagner de l'argent. Il le frappe plusieurs fois et exige qu'il admette qu'en réalité, il aimait faire cela et qu'il ne pouvait pas résister à être au centre de l'attention. Mais ce n'est pas tout. Shiro possède maintenant ses flammes. Kazubata lance son maillet et le multiplie en même temps, le faisant enrager. Nous voyons alors Shiro, littéralement pilonné par les multiples coups de maillet lancés par Kazubata. Allongé à terre, Shiro se demande ce qui vient de se passer, s'il a utilisé une astuce quelconque. À ce moment, le maître Asagi s'approche de lui et lui demande s'il comprend maintenant ce qu'est le pouvoir virtuel. Il lui suggère de l'utiliser s'il ne veut pas finir par perdre. Shiro sort alors son téléphone et Asagi lui explique comment procéder. Il doit d'abord visualiser sa chaleur interne se rassemblant dans la main qui tient son téléphone. Shiro obéit et soudain, son téléphone commence à briller. De celui-ci émergent des flammes bleues et tout le monde est stupéfait de voir cela. Asagi mentionne que, visiblement, ce qui avait été dit était vrai. Tous se demandent si ce sont des feux follets, des flammes bleues qui se tortillent comme des serpents. Le professeur Nanso se met alors en alerte. Asagi lui rappelle que son attaque, quelle qu'elle soit, ne peut pas toucher ces flammes. Shiro leur demande pourquoi ils réagissent de façon si étrange face à son pouvoir et s'il est réellement dangereux. Asagi rit simplement et dit qu'ils connaissent quelqu'un avec un pouvoir similaire, mais qu'il ne doit pas s'inquiéter pour l'instant. Il lui demande plutôt comment il se sent. Shiro répond qu'il ne ressent pas de chaleur. Au contraire, il se sent agréable et heureux. Alors, Asagi lui demande de lui montrer le pouvoir du feu follet. Shiro projette donc le feu à ses pieds et fonce droit sur Kazubata. Mais il va si vite qu'il dépasse sa cible et tombe. Oui, c'est tout à fait normal. C'est sa première fois à utiliser ainsi son pouvoir. Asagi remarque que la flamme qu'il a transférée s'est éteinte très rapidement. Mais maintenant, Shiro sait exactement ce qu'il doit faire. Il transfère de nouveau le feu à ses pieds. Kazubata se prépare et Shiro se lance. Mais en s'approchant, Shiro effectue des pas rapides autour de Kazubata à une vitesse incroyable. En réalité, le feu s'éteint à chaque pas et Shiro transfère davantage de flammes tout en courant. Cela surprend tout le monde. Asagi commente que cette capacité lui va à merveille,
car elle renforce les zones où il va frapper avec les flammes. Shiro monte sur le toit, réussissant à effleurer Kazubata. Il donne à cette technique le nom d'ignition. Kazubata se fâche à cause de la coupure qu'il a subie, mais désormais les deux sont à égalité. Personne ne peut croire qu'un nouveau réveillé puisse se rapprocher autant du niveau de Kazubata. Certains s'énervent, mais Asagi est plus que ravi pour Shiro. Cependant, Itabashi lui demande d'arrêter le combat. Asagi, ayant déjà vu ce qu'il voulait, s'apprête à intervenir. Mais Kazubata lui crie de ne pas se mêler, l'insultant en l'appelant « vierge ». Il est clair que Kazubata défend le professeur, mais seul lui peut l'insulter. Évidemment, Asagi se déprime, expliquant qu'il ne peut rien faire car il est moine. Cependant, le combat continue. Shiro s'enthousiasme face au pouvoir qu'il possède, convaincu que cela fera que Kazubata s'excusera. Il affirme qu'il tuera également l'assassin de sa sœur. Mais même s'il est Shiro, Kazubata est là pour le corriger. Il agrandit son marteau, utilisant sa technique de broyage correctif. L'impact fissure le sol, laissant Shiro figé, convaincu qu'il est encore trop faible et même un peu effrayé. Kazubata profite de cette opportunité, se préparant à l'écraser avec son énorme marteau pour cette fois le finir. Cependant, Asaki intervient et arrête ce pouvoir gigantesque d'une seule main. Maintenant plus calme, Asaki s'excuse auprès de Shiro, expliquant qu'ils auraient pu prévenir la mort de sa sœur et qu'il l'avait également provoqué pour qu'il utilise son pouvoir. Shiro s'excuse aussi et, l'appelant professeur, lui dit qu'il veut s'inscrire à l'académie, en lui assurant qu'il deviendra plus fort que quiconque. Dans son esprit, Asaki remarque que le regard de Shiro est bien meilleur que son faux sourire d'avant. Il lui souhaite donc la bienvenue à l'Académie Miren et l'invite à goûter son manju des sources thermales. Tout le monde reste encore étonné, mais un professeur est contrarié qu'un élève possède le pouvoir du feu follet. Et à la fin, Asaki reçoit la facture des réparations causées par le combat qu'il avait lui-même provoqué. Et oui, la responsabilité retombe toujours sur les adultes.